Majorité absolue pour les socialistes à l'Assemblée nationale espagnole, forte progression également de la droite, les centristes balayés, les communistes très diminués. Hausse de 6,5% du prix du pain début novembre, c'est l'un des nombreux accords de modération qui seront signés avec le gouvernement à la sortie du blocage des prix. Baisse en revanche pour l'essence chez deux compagnies, moins 7 centimes pour les stations en libre service. Enfin, record historique pour le dollar, 7 francs 25, les banques diminuent de 1,5% leur taux de base. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On ne peut pas dire que les Espagnols, quand ils votent, fassent les choses à moitié. Depuis cette nuit, en effet, leur Assemblée nationale est complètement bouleversée. Les socialistes remportent une très large victoire. Ils ont désormais la majorité absolue. Le centre, jusqu'alors au pouvoir, s'écroule, 15 fois moins de députés. Plus à droite, l'Alliance populaire fait une percée impressionnante, 8 fois plus de députés. Enfin, le Parti communiste s'effondre, tout comme l'extrême droite. Voilà tirés à gros traits les enseignements du vote d'hier. Désormais donc au pouvoir, dans quelques semaines, le secrétaire général du Parti socialiste, Felipe González. Nous rejoignons à Madrid nos envoyés spéciaux Bruno Albin et Michel Strulovici. La fête socialiste pour saluer la victoire. À Madrid, hier soir, comme dans toute l'Espagne, les électeurs de Felipe González ont dansé jusqu'à l'aube dans la rue. Une telle joie se comprend. Le Parti socialiste l'emporte avec 46% des suffrages. Parmi ses électeurs, plus de la moitié de votants communistes du dernier scrutin, ce qui laisse le parti de Santiago Carrillo exsangue avec moins de 4% des voix. À droite, l'Alliance populaire de Manuel Fraga, le quart des suffrages exprimés, le numéro 1 de l'opposition. Les partis du centre, eux, s'effondrent. 7% seulement pour le parti gouvernemental UCD et moins de 3% pour le CDS de l'ancien Premier ministre Adolfo Suárez. Está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en estas elecciones. La victoire des socialistes, 7 ans seulement après la mort de Franco, si spectaculaire que soit la majorité parlementaire qu'ils ont conquise, cette victoire ne doit pas occulter plusieurs réalités. D'abord, le putsch militaire que certains prévoyaient n'a pas eu lieu. Il y a plus, ni le colonel Tejero, l'homme du 23 février 1981, ni le néo-franquiste Blas Piñar n'ont trouvé cette année assez d'électeurs pour faire entendre la voix de l'extrême droite au Cortés. Ensuite, la disparition quasi complète du parti centriste qui gouvernait l'Espagne depuis 1977 bouleverse complètement le panorama politique du pays. Malgré une campagne coûteuse, l'Union du centre démocratique a littéralement sombré entre la vague socialiste et surtout celle de la nouvelle droite parlementaire et constitutionnelle. Nul ne sait ce que peuvent demain tenter les nostalgiques de Franco ni les ultras de l'armée. Ce qui est sûr, c'est que ces élections ont fait naître en Espagne une force de droite structurée et puissante. Elle a pour leader Manuel Fraga Iribarne. Cet ancien ministre de Franco est aujourd'hui leader de l'opposition constitutionnelle, chef d'un parti conservateur qui dit son nom et qui n'aura aucune complaisance pour le prochain gouvernement socialiste. C'est, je crois, l'établissement pour de bon d'un système rationnel de partis politiques pour l'Espagne. Jusqu'à ce moment, on avait la pagaille, on avait un système, je m'excuse de dire à l'italienne un peu. Donc on a deux forces politiques principales, une à droite, une à gauche, les deux basiquement modérés, les deux démocratiques, les deux qui peuvent faire un concours normal, dialectique. On vous présente avec une image dure, en général. Êtes-vous vraiment dans l'héritage de Franco ou en rupture maintenant avec cet héritage? Non, je ne suis ni dans l'héritage ni en rupture. Moi, je suis en 1990 et j'ai été voté par plus de 5 millions d'Espagnols. Je reçois ce certificat de démocratie de ces Espagnols et pas de M. González ou de M. Carrillo. Avec M. González, comment allez-vous travailler? Contre, totalement contre ou en partie? C'est à lui de décider, ça dépendra de quoi il propose. Nous sommes préparés à tel dialogue qu'il voudra. Mais évidemment, nous ferons une opposition, comme je l'ai dit, loyale, démocratique, sérieuse et efficace. Ce n'est donc pas une opposition systématique? Nous serons systématique, mais pas obstructionniste, mais pas déloyale. Nous serons une vraie opposition, voilà. Que pensez-vous de Felipe González? C'est un jeune homme qui a fait du bien, qui a marché peut-être trop vite, mais qui, je l'insiste, manque pour l'instant
des capacités pour gouverner un grand pays comme l'Espagne et l'expérience. Quel est votre projet politique maintenant pour l'Espagne? Notre projet politique, c'est de consolider la démocratie, de consolider toutes les institutions, surtout la couronne. Notre projet politique, c'est de faire de notre mieux pour tout cela. Notre projet politique, c'est de faire un grand parti de droite qui finira par gagner les élections, n'y doutez pas, et de tout faire pour avoir cela. Nous ne voyons pas que l'économie espagnole puisse être améliorée, pas plus qu'elle a été en France, par des mesures socialistes, et voilà. Dans 4 ans, vous êtes Premier ministre. Ce n'est pas la question de qui sera Premier ministre, ce sera de savoir quelle force politique et quelle doctrine économique va prévaloir, et ce sera la nôtre. On verra bien. De toute façon, pour l'instant, c'est Felipe González et les problèmes qui l'attendent ne sont pas minces. La situation économique est très difficile. De plus, le Parti socialiste entend bien reprendre aux Anglais le rocher de Gibraltar. Felipe González l'a réaffirmé tout à l'heure, et quand on connaît le caractère de Mme Thatcher, on imagine que ce ne sera pas facile. Et puis, il y a ces 2 mots traditionnels de l'Espagne, terrorisme et putschisme. Voyons maintenant avec Philippe Gassot la nouvelle physionomie de l'Assemblée espagnole, qui ressemblera d'ailleurs comme une sœur à celle du Sénat. Le dépouillement des votes en cours l'indique encore ce soir. Le grand vainqueur sans surprise des élections espagnoles, le Parti socialiste de Felipe González, qui sera le 3e chef de gouvernement d'Espagne. De 118 sièges, il passe à 201. Une surprise cette fois, le parti de l'Alliance populaire de M. Fraga, centre-droit, qui sera le principal parti d'opposition. De 13, il est passé à 105 sièges. Le Parti communiste de Santiago Carrillo connaît un net recul de 21 sièges, il passe à 5. Pour l'Union centre démocratique de Calvo Sotelo, les élections se sont transformées en déroute. De 149 sièges, il lui en reste 11. La percée espérée du nouveau parti du centre démocratique et social d'Adolfo Suárez n'a pas eu lieu. Il obtient 2 sièges. Réaction de Pierre Monroy en début d'après-midi. Le succès éclatant des socialistes espagnols constitue par son ampleur et sa signification l'événement le plus important de l'après-franquisme, déclare le Premier ministre. C'est un peuple calme et résolu qui a manifesté massivement sa confiance dans les institutions démocratiques qu'il s'est données. Également un télégramme de François Mitterrand à Felipe González qui se félicite de pouvoir ainsi travailler avec lui à la réalisation de leurs objectifs communs. Et puis réaction du RPR. Le RPR estime que ces élections montrent la volonté du peuple espagnol d'ancrer la démocratie dans ce pays. Les socialistes français en ont plusieurs fois parlé cet après-midi à l'Assemblée où fut adoptée la première partie du projet de budget 83. La première partie, c'est-à-dire les recettes. La seconde partie, les dépenses, est traditionnellement beaucoup plus longue. Parlons donc maintenant de tout ce qui va se passer pendant ce pont de la Toussaint, à cheval sur le dernier jour du blocage des prix et des salaires. Il fallait s'y attendre, beaucoup de hausses en perspective, les prix n'étant plus bloqués. Cela dit, très souvent, ils seront encore contrôlés. Nombreuses, en effet, commencent à être les professions qui signent des accords de modération avec les pouvoirs publics. Déjà 25, je vous le disais hier soir. Ainsi, le cinéma. Bonne nouvelle pour les amateurs de cinéma. L'an prochain, l'augmentation du prix des places ne dépassera pas 6%. Les patrons des 4500 salles de cinéma qui existent en France s'y sont engagés. Cet engagement est d'autant plus notable que l'augmentation du prix des places sera inférieure à l'augmentation du coût de la vie prévue en 1983, c'est-à-dire 8%. Nous avons fait un pari qui est celui du gouvernement, c'est qu'effectivement l'inflation va être amenée à des taux acceptables, c'est-à-dire l'inflation des prix et puis l'inflation des charges. Ce qui nous a amené, parmi les premières des branches, à accepter une hausse de nos prix de maximum de 6% l'année prochaine. Pour que ce soit tenu et que ce soit un succès, cela suppose que nos charges soient maintenues à une progression similaire, dans l'ordre de grandeur de 8%. Alors est-ce que ça veut dire que les augmentations que vous consentirez aux salariés de votre industrie seront également de 6%? Les instructions ou les normes suggérées par le gouvernement sont de 2% par trimestre, c'est-à-dire 8%. C'est ce que nous comptons proposer et tenir, ce qui fait une différence de 2% par rapport à nos prix. Mais si ça peut nous permettre, en 84, de nous retrouver dans une économie où l'inflation est ramenée à des niveaux raisonnables, nous pensons que cet écart de 2%, nous pourrons le supporter parce que le contexte économique sera meilleur.
Vous pensez que la fréquentation sera plus grande l'année prochaine, compte tenu de cette faible augmentation du prix des cinémas? Je ne crois pas que la fréquentation soit directement liée à l'évolution des prix. La fréquentation, je crois que les gens ont envie d'aller au cinéma et elle dépendra du volume et de la qualité des films qui leur seront proposés, et surtout des films français. Il est vrai que depuis le mois de juillet, le nombre de films français projetés sur les écrans, comme le nombre de spectateurs, tend à diminuer. Exactement l'inverse de ce qui s'est passé au cours du premier semestre. Si la fréquentation des salles de cinéma ne remonte pas, ce pourrait être, à terme, inquiétant pour les 15 000 personnes employées par cette activité. En particulier pour les ouvreuses, qui ne sont rémunérées qu'au pourboire, avec un minimum garanti égal au SMIC plus 10%. Le pain, lui, augmentera de 6,5% le 1er novembre. La baguette passera donc en province à 2,10 francs et en région parisienne à 2,20 francs. Prévoyez aussi une hausse de 10% pour le métro et de 2 centimes pour les carburants, toujours le 1er novembre, ce à quoi s'ajoutera sans doute une hausse de 9 centimes le 12 novembre. Mais attention, 2 compagnies pétrolières parmi les plus importantes vont proposer une baisse pour ceux d'entre vous qui préfèrent se servir tout seuls dans les libres-services. Ainsi, l'une de nos enquêtrices de charme. 7 centimes de baisse sur le super et l'essence ordinaire dans 500 stations self-service Esso depuis ce matin, entre 3 et 10 centimes chez Shell. En effet, une nouvelle réglementation gouvernementale interdit à partir du 1er novembre les points cadeaux dans les stations self-service, c'est-à-dire les gobelets, outils et autres gadgets. De 3 à 10 centimes de baisse donc pour retenir la clientèle des automobilistes de plus en plus récalcitrants à se servir eux-mêmes. Dans nos stations self-service, nous faisions un cadeau qui est maintenant interdit. Et depuis ce matin, nous avons baissé nos prix dans ces stations self de 7 centimes par litre. C'est une façon d'aménager la nouvelle réglementation gouvernementale, donc. Ça répond à une partie de la réglementation et nous estimons que c'est justifié parce que lorsque nous demandons aux consommateurs de se servir, au lieu de le servir, nous devons faire une différence de prix. Donc c'est pour ça que vous avez choisi les stations self-service? Absolument. Est-ce que vous pensez aller plus loin? Je ne vois pas de raison pour l'instant de faire autre chose que ça. Vous aviez l'impression que les automobilistes se raréfiaient, qu'il y avait de moins en moins de gens qui prenaient leur voiture, c'est pour ça? Non, pas du tout, mais nous savions très bien que si à la suite de la suppression obligatoire des cadeaux, nous ne faisions pas une différence de prix, nous aurions eu beaucoup moins d'automobilistes dans les stations self. Sur place, les automobilistes ne s'étaient encore pas aperçus que l'essence avait baissé en fin d'après-midi. Alors, monsieur, ce chèque, il est moins gros aujourd'hui. Vous avez remarqué que l'essence a baissé de 7 centimes? A baissé de 7 centimes. Vous n'en êtes pas aperçu? Non, mais j'ai même pas regardé. Monsieur, est-ce que vous avez remarqué que votre plein est moins coûteux que hier? Non. Vous n'avez pas remarqué que l'essence avait baissé de 7 centimes le litre? Regardez le panneau là-bas. 4,62 francs le super. Effectivement, je ne me suis pas aperçu du tout. Alors je peux vous annoncer que ça vous fait une économie de 2,30 francs. Vous êtes content? Ah bah absolument, bien sûr, à partir du moment où on parle d'économie, bien sûr. Est-ce une mesure originale, vraiment originale? C'est pas une originalité dans la mesure où sur les self-service, on a toujours demandé, au moins depuis 4 ans, qu'il y ait une différence de prix entre les stations-service normales, avec pompistes, et les stations-service en self-service. Par conséquent, donner un rabais sur le self-service, pour nous, c'est quelque chose de normal qu'on demande depuis longtemps. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est une affaire publicitaire? C'est peut-être une affaire publicitaire en ce qui concerne la marque concernée. Ce qui est sûr, c'est que nous, on incite, par la voix des consommateurs qui évidemment se prononceront, les autres compagnies à en faire autant, sinon mieux. Un rabais de 7 centimes sur le super ou l'ordinaire, c'est quelque chose de logique en self-service, et donc toutes les stations en self-service doivent avoir cette différence et doivent pratiquer ces rabais. Et la revue Que Choisir, dont nous venons d'entendre l'un des représentants, part en guerre par ailleurs contre la présence de plomb dans la nourriture et dans l'air, du plomb qui très souvent provient des vapeurs d'essence. Autre chiffre impressionnant annoncé par l'INSEE cet après-midi, celui des faillites d'entreprises depuis le début de l'année, plus de 15 000 en 9 mois. Et puis dernier de ces chiffres impressionnants, celui du dollar à Paris, 7,25 francs, nouveau record historique bien sûr. Le franc français, lui, a manifesté des signes de faiblesse.
Pendant ce temps, le taux de base des banques baissait d'un demi-point. Il sera désormais ramené à 12,75%. Conséquence immédiate, les crédits à court terme pour les entreprises vont leur coûter moins cher. Il était temps, car nombreuses étaient celles qui se sentaient un petit peu étranglées par ces taux d'intérêt. Le secrétaire général de la CGC, Jean Menin, va quitter ses fonctions. Il a été nommé directeur de l'Association pour l'emploi des cadres. Enfin, ce colloque bien intéressant aujourd'hui à Toulouse, un colloque au titre à première vue rébarbatif, le génie biomédical. Et en fait, il s'agit tout simplement de la rencontre d'industriels et de chercheurs qui s'occupent de matériel de santé. Et ces industriels, Martina Regnault, étaient venus en nombre, ils étaient là à plus de 200. C'est le premier colloque national de ce type et il faut dire que la biologie et la médecine sont un énorme marché et un secteur porteur de pointe pour les petites et moyennes entreprises, donc ne soyons pas étonnés. Je vous propose de regarder tout de suite en photo ce que représente le génie biomédical à l'aide de quelques exemples assez variés. Ici, vous voyez le matériel chirurgical d'une salle d'opération. Ici, vous voyez des autoclaves pour la stérilisation du matériel qui peut être français ou étranger selon les cas. Fauteuil pour handicapés. Le matériel pour handicapés est de plus en plus important et sophistiqué, peut-être français ou étranger lui aussi. Dernier cri de la radiologie, fabrication de scanographes ou scanners, comme vous voudrez. Et dernier point, des réactifs de laboratoire qui sont un point faible de notre industrie puisque près de 90% sont achetés à l'étranger. Et vous allez voir maintenant des prothèses auditives qui sont deux secteurs pour lesquels le ministre de la Recherche, M. Chevènement, et de l'Industrie a demandé aujourd'hui de faire un gros effort immédiat, car entre autres, il coûte très cher. Alors, est-ce que la France est bien placée sur le plan mondial? Eh bien, écoutez, au niveau du chiffre d'affaires, nous sommes très bien placés. Nous sommes au 4e rang mondial. Simplement, nous avons un chiffre d'affaires de 7 milliards, mais un déficit énorme de notre balance commerciale de 1,5 milliard qui, s'il n'est pas corrigé, deviendra 2,5 milliards d'ici 85. Alors, il faut prendre des mesures immédiates. Alors, qu'est-ce qu'a annoncé Jean-Pierre Chevènement pour redresser la situation? M. Chevènement a demandé que l'on soit à la fois inventif, offensif, et il propose une politique en 3 points. Premièrement, une politique des achats publics qui soit conforme aux intérêts de l'industrie nationale, en soulignant que 60% des achats sont publics, ce qui est rare dans un marché à reconquérir. Deuxièmement, une politique de recherche et de développement, avec une bourse aux idées, une aide à l'innovation, et surtout, un point fort à développer, le transfert technologique entre ce qui est recherche, ce qui est industrie, évaluation de prototypes et soutien de petites industries qui n'ont pas toujours le moyen de commercialiser et d'exporter si elles sont mal parties. Enfin, une politique proprement industrielle et régionale. La biologie, le biomédical, le génie biomédical fait son entrée au CODIS qui décide du financement des industries d'avenir. C'est un point très important et la Compagnie Générale de Radiologie sera la première à en bénéficier avec un crédit de 200 millions. Voilà, retour à l'étranger pour vous dire que c'est Hans-Jochen Vogel qui a été désigné en Allemagne comme candidat social-démocrate à la chancellerie. C'est lui donc qui affrontera l'homme en place, Helmut Kohl. Pologne, une déclaration du général Jaruzelski à la fin des travaux du comité central du parti au pouvoir. La levée de l'état de siège dépendra de l'attitude des travailleurs. Voici maintenant les premières photos qui nous soient parvenues des dirigeants de Solidarité mis au secret. Ces hommes derrière les barreaux, c'est tout l'état-major de Solidarité interné depuis bientôt 1 an à la prison de Białęka dans les environs de Varsovie. Ces photos ont été prises clandestinement, mais on reconnaît les principaux dirigeants de Solidarité comme Gwiazda, l'un des 3 signataires des accords de Gdansk, des hommes comme Rouleski qui dirigea le mouvement dans la région de Bydgoszcz, l'un des éléments les plus durs du syndicat, Sobieraj, ici à droite, chef de la région de Radom, Paoka, délégué de Solidarité pour les négociations économiques avec le gouvernement, et puis, fumant la pipe, l'ancien porte-parole de Solidarité, Oniszkiewicz. Ces hommes ont pu garder en prison les t-shirts et les insignes de Solidarité. Rien ne permet ici de dire qu'ils sont maltraités. Comme à Lech Walesa, on leur a proposé la liberté s'ils acceptaient de reconnaître le syndicat officiel, mais tous ont refusé les avances du pouvoir. En Italie, une dizaine de dirigeants du mouvement terroriste Prima Linea arrêtés à Milan. Parmi eux, vous l'avez reconnu, Susanna Ranconi, qui est l'une des dirigeantes essentielles de ce groupe terroriste. 15 jours après la capture à Turin de la brigadiste Natalia Ligas, les forces de l'ordre ont donc remporté un joli succès en Italie.
Affaires judiciaires, deux affaires qui ont défrayé la chronique, celle des fausses factures de Marseille, Dominique Venturi, dont la demande de mise en liberté a été refusée, se dit victime d'une machination, et puis celle du Choral, ce que l'on avait appelé l'affaire des balais bleus. Eh bien, le dénonciateur Jean-Claude Krief entend se rétracter, dit son avocat, et évoque une machination politique. Et puis ce sondage du Nouvel Observateur sur les institutions et les valeurs en lesquelles les Français ont confiance. Pour les valeurs, toujours en tête, de très loin, la famille, en queue, l'idéal politique. Et puis, pour les institutions, la police, largement en tête, et en queue, la justice. Voilà qui nous inspire bien des réflexions, Paul Lefebvre. Oui, je crois que les Français ont confiance dans leur police à 74% et seulement à 44% pour la justice. Si on compare le sondage de même nature effectué en janvier 81, on se rend compte d'abord que le classement est le même, ensuite que ces deux institutions, la police et la justice, ont augmenté leur taux de confiance finalement dans l'esprit des Français, plus 13% pour la police et plus 4% pour la justice. Ce qui pourrait tendre à faire croire que l'actuel garde des Sceaux, quoi qu'on en pense, inspire autant, si ce n'est plus de confiance que son prédécesseur, mais je ne vais pas rentrer dans la querelle pour ne pas me retrouver dans la haute autorité. Pour la police, 74%, cela représente tout de même, devant les 20% de méfiants, un certain capital de confiance et de tolérance, qui doit être d'ailleurs une bonne base de départ pour cette campagne la grande campagne de rapprochement police-population que M. Franceschi, le secrétaire d'État à la sécurité publique, a annoncé au Club de la Presse d'Europe 1 l'autre dimanche. 74%, c'est aussi, il faut bien le dire, le côté police-secours, qui se trouve, qu'on oublie trop souvent dans les manifestations, mais qui se trouve certainement ancré dans l'esprit des gens, surtout ceux qui ont appelé à l'aide et qui ont vu arriver les policiers. En somme, les Français, aux trois quarts, sont satisfaits de leur police, ce qui ne les empêche pas de râler parfois, mais ça, c'est notre tempérament. Alors pour ce qui concerne la justice, les opinions sont nettement plus tranchées. 48% de Français sont méfiants et 44% sont confiants. Alors ce n'est pas bon, mais on sait depuis longtemps que la justice a une très mauvaise image de marque. Au fond c'est normal, car c'est un produit difficile à vendre, au moins pour deux raisons. Dans une affaire, il y en a un qui perd, l'autre qui gagne. Celui qui perd crie à l'injustice. Et puis tout le monde rêve d'une justice parfaite, qui n'existe que dans ce monde parfait où nous nous retrouverons certainement, vous et moi, Patrick, dans quelques temps. Et puis, surtout, comme dit une réflexion désabusée du ministre de la Justice est une vieille machine pauvre, fatiguée, écrasée de besogne. Pour changer tout cela, bien, il faut du temps, de l'argent et surtout de la volonté. Les plateaux de la balance sont lourds à bouger. Sport maintenant, avec le premier test d'importance pour les rugbymen français avant le tournoi des 5 nations. Roumanie-France, dimanche à Bucarest, et dans l'équipe 5 petits bleus que vous présente notre spécialiste Jean Mamère. Vraie prise de contact ce matin pour les 6 arrières français, 4 sont des nouveaux. Didier Cambera-Béraud, 21 ans, le fils de son père, est le plus attendu. S'il confirme ses qualités, incisif, adroit et clairvoyant, il risque de devenir ce demi d'ouverture que la France attend depuis longtemps. L'ailier Estève de Narbonne, 23 ans, c'est la flèche du rugby français. Excellent finisseur, il est le 3/4 le plus rapide du continent. Le briviste Pierre Chadebec, 23 ans également, est un attaquant naturel. Bon coup d'œil, fin technicien, il est sans doute la révélation de ce début de saison. Les sélectionneurs comptent beaucoup sur son association avec Philippe Sella, l'Agenais. Benjamin des sélectionnés, il a à 20 ans seulement un palmarès déjà chargé, champion de France et international A notamment. Il voit pourtant déjà beaucoup plus loin. Être arrivé dans l'équipe de France pour Bucarest, c'est une très grande joie. Bien sûr, aller au Parc des Princes ou au Pays de Galles pour faire un match de tournoi des nations, c'est la suite, le rêve. Et bon, j'espère bien y arriver. Dans cette ligne d'avant, attentive au conseil du sélectionneur Jacques Fouroux, un seul nouveau. Jean Condon, premier international de l'histoire de son club, le Boucau. Même s'il n'a pas été contre Galbé le meilleur à son poste, les sélectionneurs lui ont fait confiance pour être le complément de Revaillé à la mêlée. Il compte beaucoup sur lui également pour sa grande taille, à la touche. Avant de devoir, Condon, malgré ses 22 ans, sait déjà ce qui l'attend face à la Roumanie. Il y aura sûrement un terrible engagement physique. Au point de vue conditions physiques, il faut être au maximum. Mais je pense que ce sera un peu dur vers la fin, mais j'espère que j'y arriverai jusqu'au fond. Vous êtes conscient que vous avez une carte importante à jouer en allant chez ces Roumains? Je sais, oui, que j'ai une très grande carte à jouer. Si je fais un bon test là-bas, je pense qu'après les portes me seront ouvertes.
En cas d'échec, par contre, les portes risquent pour lui comme pour d'autres de se refermer définitivement. Le droit à l'erreur est faible. Les Argentins sont déjà en France. Voilà, pour terminer ce journal, un souvenir, une larme, mais aussi, j'en suis sûr, un sourire, car cet homme-là n'aimait pas qu'on pleurniche. Il y a un an tout juste, nous apprenions la mort de Georges Brassens. Eh bien, ce soir, nous vous proposons l'une de ses chansons, jusqu'alors inédite, et auparavant, nous proposons de l'entendre lui-même parler dans un entretien également inédit qu'il avait accordé à France Roche et Patrice Destrade à l'occasion du tournage de cette émission de télévision qui avait tant ravi les enfants, Émilie Joly. Georges Brassens. Mais non, le hérisson, mais non. Le hérisson, Vous avez dit tout à l'heure que, à votre âge, c'était pas une bonne idée de vous faire jouer. Oh, j'ai dit ça pour rigoler, quoi. Pour embêter Averti. Du moment que j'ai accepté Louis pour embêter un peu Averti, il adore qu'on l'embête. Et puis parce que c'est vrai, je n'ai jamais fait ça, quoi. Je n'ai jamais joué. Bah, vous avez quand même tourné dans un film de René Clair. Oui, mais j'ai très peu, si vous l'avez vu, très longtemps de ça, j'ai très peu joué. Mais enfin, ça, j'ai encore fait ça par faiblesse. Et parce qu'on me l'avait demandé, là, ces Brasseurs et Fallet qui m'avaient demandé de tourner, j'ai tourné par amitié, quoi. Là, j'ai fait pareil. Quand Brasseur et Fallet vous demandent quelque chose, vous le faites alors? S'ils me le demandaient maintenant, je ne le ferais plus. Mais à l'époque, je l'ai fait. C'était très important pour eux. Et c'était pas grave pour moi. Émilie Joly est partie dans la tête, dans les lobes distendus de la cervelle de Philippe Châtel. Et puis il a eu l'idée de venir nous faire jouer tous là-dedans. Et c'est à moi qu'il est allé demander en premier de participer à ce truc-là, sachant que je ne lui refuserais pas. Et sachant que s'il obtenait ma participation à l'histoire, les autres viendraient aussi. Et vous vous êtes quand même laissé faire? C'est lui qui me l'a dit, oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que vous n'aimez pas ça? Parce qu'il m'avait dit que je n'avais que 4 lignes à chanter et 3 lignes à dire. Il ne m'avait pas dit qu'Averti viendrait là-dessus, qu'il y aurait des caméras. Et que les 3 lignes... Je l'aurais fait quand même, bien sûr. Ah, quand même? Oui. Alors pourquoi vous vous spétiez tellement? Vous disiez que vous n'étiez pas une pute. Je disais que j'étais pas une pute parce que c'est vrai. Parce que c'est une pute de dire plus de 3 lignes? Je pense que dans une certaine mesure, les gens qui font ce métier sont des putes, les autres aussi, seulement les autres. Chacun Tout le à sa monde manière. est un peu pute dans la vie, bien sûr. Hérisson, nous sommes à la recherche du prince charmant. Ah, c'est toujours pareil, un prince charmant. Les gens sont toujours à la recherche des princes charmants, mais jamais des hérissons. Le géographe était pris de folie quand il imagina de tendre, tout juste entre l'Espagne et l'Italie, ma carte lui tendre. Avec moi Cupidon se surmène, dans mon cœur d'artichaut il piquate. 2 flèches, l'une au nom de Carmen, la seconde au nom de Francesca. Les soirs de bal, genre là, ce tour à tour, je fais danser chacune d'elles. Un pied pour la Ségédie, un pied pour la Tarentelle. Avec moi Cupidon se surmène, dans mon cœur d'artichaut il piqua. 2 flèches, l'une au nom de Carmen, la seconde au nom de Francesca. Sans guère songer à ce que demain le coquin de sort me destine. J'avance en tenant ferme à chaque main mes 2 sœurs latines. Avec moi Cupidon se surmène, dans mon cœur d'artichaut il piqua. 2 flèches, l'une au nom de Carmen, la seconde au nom de Francesca. Si jamais l'une d'elles un jour apprend qu'elle n'est pas tout à fait seule, j'ai plus qu'à courir chez le tisserand, choisir un linceul. Avec moi Cupidon se surmène, dans mon cœur d'artichaut il piqua. 2 flèches, l'une au nom de Carmen. Voilà, avec vous, Alain Gillot-Pétré, un petit coin de ciel bleu demain. Et pas de petit coin de parapluie non plus, mais alors des brouillards collants et tout à fait... C'est comme les orages, on peut les prévoir mais on ne peut pas les annoncer. Regardez la photo satellite. C'est très simple, voilà, sur tout le sud du pays, c'est du beau temps, sur l'ouest, c'est également du beau temps, et là, cette masse grisâtre, ce sont des stratus, du brouillard qui n'arrivent pas à décoller. Voyez aussi cette ligne de nuages qui a donné un peu de pluie ce matin en Corse et qui se dirige lentement vers le sud de la France. Pour demain, donc, beaucoup de brouillard dès le matin, sauf sur la Méditerranée, où il fera beau. Au sud du pays, les brouillards se dissiperont très vite.
Au nord-ouest, un peu plus lentement, et ici, il faut admettre qu'ils peuvent rester toute la journée, comme ils peuvent aussi se dissiper. Il faut admettre l'incertitude. Quelques passages nuageux possibles sur la Méditerranée en cours de journée, mais rien de bien méchant. C'est le même type de temps pour dimanche. Les températures maintenant, 15 degrés au nord de la Loire, de 16 à 20 degrés au sud, 21 degrés maximum à Biarritz, peut-être davantage, il faisait 23 aujourd'hui. Et ici, là où les brouillards pourront persister, s'ils persistent, c'est de 10 à 12 degrés maximum. Sinon, si le soleil perce, cela donnera 15 degrés, mais pas davantage. Demain, samedi 30 octobre, 3 minutes de soleil en moins, levé 7h35, couché 17h33, et c'est la sainte bienvenue. Voilà, bienvenue aux amateurs d'information à 22h50 chez Hervé Claude. Et je vous retrouverai demain à 20h avec plaisir. Bonne soirée à tous.